Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous renouveler votre fidélité sur Canal 3 Bénin au sommaire du grand format de ce dimanche 21 septembre 2025. Nous parlerons d'un mode de financement des projets. Il s'agit du crowdfunding, un système peu connu du grand public mais qui impacte sous d'autres cieux. C'est quoi le crowdfunding et comment peut-il aider les porteurs de projets à boucler leur financement et passer à la concrétisation de leurs rêves? La réponse dans cette émission puisque nous allons recevoir un expert consultant en la matière. Il s'agit de Noah Femi Agbafa, spécialiste du crowdfunding. Il sera donc sur ce plateau pour mieux nous expliquer comment tirer avantage de ce mode de financement des projets. La page culture de cette émission sera dédiée à une voix très suave, une jeune étoile montante de la musique béninoise. Pidenam, on l'appelle, artiste chanteuse béninoise et d'origine togolaise. Elle commence par imprimer son nom avec une résonance très singulière dans le livre d'or de l'industrie musicale. Pidenam sera donc sur ce plateau pour nous abreuver de sa douce et mélodieuse voix. Nous aurons également droit au décryptage de l'actualité nationale. L'invité média de ce dimanche s'appelle Aziz Adam Soulé. Il est journaliste indépendant, correspondant de West Africa Democracy Radio au Bénin. Avec lui, nous parlerons bien évidemment du quitus fiscal, une préoccupation soulevée par le parti Les Démocrates et la réponse de la Direction générale des impôts qui se veut rassurante. Nous parlerons également de cette décision de remplacer le FADEC par le Fonds d'investissement communal. Le processus de financement des communes va-t-il changer? Qu'apporte exactement le FIC de plus que le FADEC qui a été expérimenté pendant plusieurs années? Autant de questions que nous allons poser à notre confrère Aziz Adam Soulé. Vous aurez également droit, comme d'habitude, à la revue de presse hebdomadaire et l'actu sur le net pour vous rafraîchir la mémoire sur l'actualité de la semaine. Voilà ainsi déclinées les grandes lignes de cette émission. Tout de suite, le journal. Au sommaire de cette édition, remise de kits scolaires aux enfants des militaires tombés au front, une opération pour permettre à ces orphelins de jouir des mêmes conditions d'études que leurs camarades. C'est une initiative du ministère de la Défense et ce geste marque le lancement officiel de la 6e édition du projet d'appui en kits scolaires aux orphelins de militaires décédés en activité. Les détails dans un instant. Et de son côté, le ministère du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable procède à la remise de fluides frigorigènes et équipements de froid aux centres et instituts universitaires de formation en froid et climatisation au Bénin. L'objectif est de permettre aux apprenants de ces centres bénéficiaires de joindre la pratique à la théorie. Nous parlerons aussi de l'identité légale qui devient bien plus qu'un document au Bénin. C'est la clé pour accéder aux droits, aux soins, mais aussi aux opportunités économiques de la déclaration des naissances à l'inclusion financière. Nous vous proposons dans ce journal un magazine qui vous montre comment l'identité légale s'impose aujourd'hui comme un passeport de citoyenneté et un moteur de développement. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Les enfants des militaires tombés au front sont désormais équipés pour l'année scolaire 2025-2026. Une opération de distribution de kits scolaires a été organisée en leur faveur ce vendredi à la base aérienne de Cotonou par le ministère de la Défense. Le geste marque le lancement officiel de la 6e édition du projet d'appui en kits scolaires aux orphelins de militaires décédés en activité. Voici le compte rendu. C'est une tradition qui se perpétue. Depuis 2020, les forces de défense défendent les orphelins de militaires décédés au front contre la déscolarisation. Plusieurs dizaines d'enfants reçoivent ici un kit scolaire comprenant un sac à dos contenant notamment des cahiers, des livres et des stylos. Nous vous promettons aussi de nous battre pour notre avenir, afin que vos efforts à notre égard ne soient pas vains. Et aussi de faire bon usage des kits scolaires tout au long de cette année scolaire. Une promesse faite suite aux conseils avisés du représentant du ministre délégué en charge de la Défense. Vous devez donc suivre les conseils de ceux qui ont aujourd'hui à charge votre éducation. Évitez les fréquentations
orientations qui compromettront votre avenir. En un mot, vous prendre au sérieux et vous mettre résolument au travail. Un don de fournitures scolaires d'une valeur de 3 000 € et un chèque de 3 millions de francs CFA. C'est l'apport de la Jamaat islamique Ahmadiyya à cette opération de distribution. À vous, chers enfants, je veux dire ceci. Vous êtes notre avenir. Malgré les épreuves que vous avez traversées, vous portez en vous une force et une lumière qui méritent d'être soutenue. Ces kits scolaires que vous recevez aujourd'hui sont des outils pour vous aider à construire votre avenir. Le geste intervient dans le cadre du programme de protection des couches vulnérables, un dispositif phare du volet social du programme d'action du gouvernement. Depuis que nous avons commencé par soutenir ces enfants, nous avons identifié que l'évolution des enfants à l'école est plus améliorée. D'abord, il faut noter que nous n'avons absolument pas d'abandon de classe. Cette 6e édition du projet de distribution de kits scolaires aux orphelins de militaires décédés en activité a démarré à l'intérieur du pays. Démarré mercredi dernier, le premier congrès scientifique du service de santé des armées du Bénin a connu son épilogue ce vendredi 19 septembre 2025 sur une note de satisfaction. Les assises ont mobilisé plus de 600 participants venus de 7 pays africains. Les échanges ont eu pour terme le service de santé des armées du Bénin face aux défis sanitaires et sécuritaires contemporains ont accouché de nombreuses recommandations. Les détails. Le premier congrès scientifique du service de santé des armées du Bénin a tenu toutes ses promesses. Après 3 jours d'échanges scientifiques, d'analyse et de réflexion stratégique autour des défis sanitaires et sécuritaires contemporains, les congressistes passent au bilan des travaux. Entre autres résolutions issues de ces assises, la création de la Société béninoise de médecine militaire. Toutes ces activités ont donné lieu à des recommandations. La rédaction et l'harmonisation des guidelines des services de santé des armées, de la sous-région et de l'Afrique pour adapter et uniformiser les normes d'aptitude en tenant compte de nos contextes socio-culturels. Le renforcement de la collaboration entre pays amis pour faire face aux nombreux défis actuels. Ce congrès se clore, mais l'élan qu'il a suscité doit se prolonger dans nos actions quotidiennes, sur le terrain comme dans nos formations sanitaires. Nous en sortons plus forts de notre cohérence d'orientation nouvelle. Experts médico-militaires, chercheurs ou professionnels de santé du Bénin et de la sous-région, ils sont plus de 600 personnes à prendre part aux réflexions. À travers des ateliers, communications, tables rondes et symposiums, ils ont apporté leur contribution à la promotion de la recherche scientifique et de l'innovation en médecine militaire. À l'issue de vos travaux, le service de santé des armées a montré une fois de plus qu'il est un pilier indispensable à notre outil de défense auprès du combattant. Là où se joue la véritable mission. Les réflexions émanant de vos assises contribueront de toute évidence à renforcer notre capacité à affronter les menaces sanitaires, à innover en permanence et à préserver ce qui est essentiel, la vie de nos soldats et la résilience de notre armée. Le chef d'état-major général des forces armées béninoises a saisi l'occasion pour saluer la bravoure des soldats béninois tombés récemment sur le champ de bataille et ceux qui luttent encore pour assurer la sécurité des populations. C'est cet échange de cadeaux souvenirs entre les organisateurs et leurs invités qui a mis un terme à ce congrès.
Des fluides frigorigènes et équipements de froid pour soulager des centres de formation technique. Le ministère du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable a procédé à la remise de ces outils aux centres et instituts universitaires de formation en froid et climatisation au Bénin. L'objectif est de permettre aux apprenants de ces centres bénéficiaires de joindre la pratique à la théorie. Et la cérémonie de remise officielle s'est déroulée ce vendredi au laboratoire d'études et de surveillance environnementale à Cotonou. Nous allons suivre. Des fluides frigorifiques et équipements de froid au profit des centres et instituts universitaires de formation spécialisés en froid et climatisation du Bénin. L'initiative émane du ministère du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable. Elle vise à soutenir les séances pratiques des apprenants, futurs techniciens et ingénieurs de 10 centres de formation béninois et s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la dégradation de la couche d'ozone et le réchauffement climatique. En recevant ces fluides frigorigènes gracieusement mis à votre disposition, vous devenez nul doute des ambassadeurs des bonnes pratiques pour le développement durable de notre pays. Quant aux équipements qui s'ajoutent aux fluides frigorigènes, ils s'inscrivent dans une démarche intégrée de renforcement des capacités des centres de formation, d'accompagnement de la transition vers des technologies plus propres et de contribution à la lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone et le changement climatique. Cet événement est organisé à quelques jours de la célébration par la communauté internationale de la 38e journée mondiale de la préservation de la couche d'ozone. Ce qui réjouit donc les récipiendaires qui trouvent en l'acte toute une valeur à cause de l'objectif qui le sous-tend. Ils promettent d'en faire un bon usage. Grâce à ces équipements modernes, nos établissements disposeront désormais des conditions pédagogiques renforcées, surtout en ce moment où les réformes sont en cours. Les apprenants auront l'opportunité de développer des compétences pratiques. Nous prenons ici l'engagement solennel de faire bon usage de ces équipements, de les entretenir et de les mettre à la disposition des apprenants dans le cadre d'une pédagogie innovante et orientée vers la pratique. Ces fluides frigorifiques et équipements de froid ont été arraisonnés par la douane béninoise à l'issue des opérations de contrôle menées sur l'ensemble du territoire national. Ils sont composés entre autres d'analyseurs, de bancs d'essais didactiques, de balances de pèse électroniques et des détecteurs automatiques de fuite. Les travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire sont officiellement lancés ce vendredi. Les membres du bureau et les élus consulaires se réunissent donc pour examiner et adopter le projet du budget exercice 2026 de la CCI Bénin, le seul point inscrit à l'ordre du jour de cette deuxième session pour l'Assemblée consulaire. Le point avec Virgile Ahodayan. Le principal objet de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, l'examen et l'adoption du projet de budget exercice 2026. Plus qu'un exercice financier, c'est le socle de mise en œuvre de notre vision stratégique et l'acte fondateur d'une nouvelle dynamique pour notre institution. Le projet de budget présenté traduit en chiffres les ambitions de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et repose sur 2 dynamiques complémentaires. La continuité institutionnelle, garantie de stabilité, une rupture constructive pour repositionner la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin comme une institution moderne et efficace. Ce budget intègre les premiers leviers du plan stratégique 2025-2030 dont la vision est claire. Connecter la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à ses mandats et aux opportunités. La session qui s'ouvre aujourd'hui n'est pas une simple formalité. Elle constitue un acte fort de gouvernance consulaire qui engage la trajectoire de votre mandature et définit les bases opérationnelles de vos ambitions. Pour la ministre de l'Industrie et du Commerce, ce budget à examiner doit être abordé avec lucidité, rigueur et ambition. Il s'agit non seulement d'un outil de planification, mais surtout d'un levier de transformation
à travers lequel vous devez affirmer la capacité de la CCI Bénin à mieux servir ses mandants, à créer de la valeur et à renforcer le dialogue public-privé. Ce budget de la CCI Bénin, faut-il le souligner, est le premier de la mandature 2025-2030. Le dialogue régional sur les architectures de paix s'est tenu à Cotonou jeudi et vendredi de cette semaine. La rencontre de haut niveau organisée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD réfléchit au renforcement de la gouvernance et les mécanismes de consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Plusieurs acteurs de profils et compétences multiples venus de 4 autres pays de la sous-région y participent avec les Béninois. Reportage. Les acteurs dans leur ensemble s'accordent non seulement sur le diagnostic mais aussi sur la thérapie pour une Afrique occidentale plus stable et pacifiée. La région est aujourd'hui l'épicentre des défis sécuritaires. Plus aucune initiative en vase clos ne garantit une lutte efficace au vu des leçons du passé. C'est l'objet de ce dialogue régional de 2 jours sur l'architecture de paix initié par le Programme des Nations Unies pour le développement. Partout où les questions de développement sont compromises, le Programme des Nations Unies pour le développement se sent interpellé, car il faut le rappeler, c'est du mandat du PNUD, en tant que principale agence du système des Nations Unies, de prendre en charge les questions de gouvernance, de travailler de concert avec les autorités nationales pour créer un environnement de paix. C'est pourquoi le PNUD, avec l'appui de l'ensemble du système des Nations Unies, a pris cette initiative qui consiste à lancer ce dialogue régional de haut niveau. Dans l'optique de renverser la tendance en assurant synergie et coordination dans les interventions des États, cette rencontre associe les républiques du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo. Les experts nationaux de ces pays et ceux intervenant à l'échelle internationale prennent part à ce dialogue. Plusieurs acteurs institutionnels clés de haut niveau, des décideurs politiques et des représentants de la CEDEAO sont aussi conviés. La démarche holistique de ces travaux permet aussi la participation des organisations de la société civile, des leaders communautaires et religieux, des groupes de réflexion, ainsi que des femmes et jeunes. Tout montre que la région a besoin d'un cadre régional cohérent de consolidation de la paix. Des initiatives ont certes été prises, mais elles ont montré leurs limites. Elles souffrent souvent d'une insuffisance de ressources adéquates, de capacités techniques et d'un engagement politique solide. Malgré cela, nous devons continuer à prendre des initiatives de rassemblement de nos forces pour vaincre l'ennemi commun. Le Bénin est toujours prêt à s'associer à toutes initiatives pouvant permettre cette conjugaison des efforts pour une lutte plus efficace. Des propositions et recommandations applicables sont les conclusions les plus attendues de ces réflexions. Je l'ai annoncé en début d'édition, au Bénin, l'identité légale devient bien plus qu'un document. C'est la clé pour accéder aux droits, aux soins, mais aussi aux opportunités économiques. De la déclaration des naissances à l'inclusion financière, ce magazine que nous propose Esther Tofa sur les images de Deongwevi vous montre comment l'identité légale s'impose aujourd'hui comme un passeport de citoyenneté et un moteur de développement. Une révolution silencieuse portée par l'ANIP. Suivant. Des fois, quand on met les enfants au monde, le temps d'aller ailleurs, il y a une lourdeur du côté des parents. Et maintenant que nous avons l'occasion de faire ça directement, juste après l'accouchement dans les hôpitaux, je pense que cela nous facilite la tâche. Un soulagement et une assurance pour cette jeune maman. Le guichet unique d'enregistrement des naissances installé au CHUMEL de Cotonou est déjà fonctionnel pour le bonheur de la population. Au-delà d'une simple formalité, déclarer une naissance est ici une étape essentielle, car sans identité légale, difficile d'accéder aux droits fondamentaux, aux soins et aux services publics. Dès la naissance, l'enfant a droit à être déclaré en tant que béninois, citoyen béninois, donc droit à la nationalité béninoise. Et avec cette nationalité, il pourra s'inscrire pour s'instruire à l'école. Et ça lui permettra aussi de bénéficier des avantages sociaux auxquels il a droit en tant que citoyen béninois. Après la naissance de l'enfant, la sage-femme fait la déclaration. Et c'est avec la fiche de déclaration, les parents viennent à notre niveau
pour l'enregistrement de l'enfant. Ils viennent avec la fiche de déclaration, l'acte de reconnaissance de paternité ou l'acte de mariage, la carte CIP du père et de la mère pour faire l'enregistrement de l'enfant. Après l'enregistrement de l'enfant, 72 heures après, l'ANIP envoie le NP de l'enfant par message. Et avec l'NP de l'enfant, grâce à l'application ANIP-BJ, le parent peut faire l'acte de naissance de son enfant directement en ligne. L'identité, ce n'est pas seulement à la naissance. C'est aussi le suivi du citoyen tout au long de sa vie. Ainsi, dans le cadre des journées de l'identité célébrées du 13 au 16 septembre 2025, l'Agence nationale d'identification des personnes a initié une vaste opération de délivrance gratuite de certains actes indispensables et de mise à jour des données. L'identité légale, ça passe bien entendu par l'enrôlement au RAVIP, au Registre national des personnes physiques. Mais au-delà de tout, également, ça passe par leur donner un titre, c'est important, un acte de naissance, un titre d'identité. Je suis venue faire la mise à jour de ma photo et de ma signature. Bon, parce que déjà sans la signature sur la pièce n'est pas valable. Du coup, bon, je voulais déjà faire ça depuis longtemps, mais je n'ai pas eu l'occasion. Et aujourd'hui, l'occasion s'est présentée, donc je suis venue pour faire ça. J'ai profité en fait. Enrôlement de mes enfants. Avant, ils n'étaient pas ici. Ils sont avec ma belle-mère au village. Donc, comme on a démarré, je me suis rapproché, j'ai dit je vais les amener, ils vont faire ça. Pour cette opération, 3 sites ont été retenus au niveau de chaque département pour permettre à tous d'en bénéficier. Les 3 concernent un GUPS, un guichet unique de protection sociale, un collège d'enseignement général et une école primaire. Dans ces 3 sites, vous verrez les populations ici pour se faire enrôler au RAVIP, pour faire la mise à jour de leur numéro de téléphone, la mise à jour de leur signature, la mise à jour de leurs photos pour ceux qui ont déjà fait le RAVIP en temps, et aussi la possibilité de se faire enrôler au RAVIP pour les enfants qui vont aux différents examens. S'assurer que les données de chaque citoyen sont sécurisées est également une priorité pour l'Agence nationale d'identification des personnes au-delà de l'identité légale. Pour ce faire, elle est accompagnée dans sa mission par le projet OURI. On travaille sur la qualité de la donnée. Donc c'est vraiment pour s'assurer de l'exactitude de l'information. Lorsque vous récupérez une pièce, vous allez savoir que en fait, c'est vous qui êtes sur... ce sont vos informations en tout cas qui sont sur la carte d'identité biométrique par exemple. Donc le volet sécurité, donc c'est la sécurité de l'information de tous les systèmes d'information pour s'assurer que les données sont bien protégées au sein de l'ANIP. Donc j'ai parlé aussi de la lutte contre la fraude. Bon, ça va de soi, hein, c'est vraiment l'intégrité de la base de données, lutter contre la fraude identitaire, etc. Le projet WORI, en un mot, est le bras financier et technique qui appuie l'ANIP dans le cadre de la modernisation du processus d'identification et de la mise en place d'un état civil, d'un fichier d'état civil fiable. À ce titre, nous sommes aux côtés de l'ANIP pour la maintenance, la mise à jour des données, parce que le registre national des personnes physiques est un registre dynamique qui doit être permanemment d'actualité. Au-delà de la citoyenneté, l'identité légale est un véritable levier économique. À Pobé, grâce au CIP, des femmes accèdent au microcrédit pour développer leurs activités. La CIP là, grâce à, comment on appelle ça, notre RAVIP, c'est pour ça que j'ai été prendre ça à la mairie. Et maintenant, à force de prendre ça, tu as droit à prendre les microcrédits là quand tu veux, n'importe comment, au Bénin. Et c'est dans tout le Bénin, non pas à Pobé seul. Et aujourd'hui, à plus de 80%, c'est la carte CIP que plusieurs de nos clients nous présentent comme pièce d'identité. Il y a 2 choses que nous regardons surtout sur la pièce d'identité. Il y a le numéro NPI qui est très important et le numéro de la pièce d'identité. Enfin, la date d'expiration. Parce que toute pièce d'identité doit être en cours de validité. Nous sommes à Boïcon. Cette jeune dame est venue voir le premier responsable du quartier pour déclarer son domicile, pendant que certains sont là pour un changement de centre de vote.
Et toutes ces opérations passent par le certificat d'identification personnelle, le CIP. La déclaration de résidence est délivrée aux citoyens sur la base de la carte CIP. Sans ça, on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, celui qui se hasarde à s'abstenir à faire le RAVIP, il n'est pas citoyen, il n'est pas béninois, il n'est pas dans le Bénin. Sans ça, il ne peut plus rien faire dans sa vie. Même pas pour aller faire un crédit. Et dans la nuit, la police va l'attraper en plus. L'ambition du gouvernement est de ne laisser personne en marge. Tout Béninois a droit à une identité légale. Dans le cas des enfants sans pièce d'identité, il y a une procédure bien précise. Aujourd'hui, cette procédure requiert tout simplement la présence de témoins et la présence du chef quartier. Donc ce que je dis aux parents, si vous avez des enfants sans pièce d'identité, sachez que dans les prochains jours, nous allons venir vers vous. Nous allons venir vers vous parce que c'est une procédure peut-être un peu plus complexe parce qu'il en va également d'une affaire de sécurité. Même si pour les enfants de moins de 13 ans, notre priorité c'est de leur donner accès à la santé, accès à l'école. Ça c'est le premier point. Pour les parents qui ont pu enrôler leurs enfants, ce que nous leur disons, c'est que d'ici la fin du mois, d'accord, nous allons les inviter de nouveau au lieu d'enrôlement pour récupérer leur pièce d'identité. Et la pièce d'identité qu'ils vont récupérer sera gratuite. L'identité légale, c'est un droit fondamental, mais c'est surtout la clé pour avoir accès à l'éducation, à la protection sociale, à la santé, même à l'inclusion économique. Donc disposer d'une pièce d'identité, c'est pouvoir inscrire son enfant à l'école. Aujourd'hui, par exemple, j'ai vu les mamans qui sont venues pour établir les actes de naissance de leurs enfants, qui sont déjà grands. Ils n'en avaient pas. Pouvoir bénéficier d'une assurance maladie, il faut une pièce d'identité. Pouvoir bénéficier de microcrédits, utiliser même les services numériques tels que Mobile Money, il faut une pièce d'identité. Donc, c'est vraiment un droit qu'il faut aider à avoir. Au Bénin, l'identité n'est plus une simple carte. Elle est un passeport de citoyenneté, une clé d'inclusion financière, un outil de développement. De la naissance à la vie active, l'ANIP s'engage à offrir à chaque citoyen une identité légale. Merci à Esther Toffa qui, à travers son magazine, nous montre clairement comment l'identité légale s'impose aujourd'hui comme un passeport de citoyenneté et bien évidemment un moteur de développement. Une note de culture pour clore ce journal. Les fils et filles de Kouandé se sont retrouvés samedi dernier autour de leur souverain pour célébrer leur fête identitaire. Parcours rituel sur les différents sites traditionnels, danse de chevaux, le tout couronné par la finale du tournoi de la Gani ont été les temps forts de cette célébration annuelle des bâtonnons de Kouandé. Retour sur les temps forts en images et en son. Sortie majestueuse du roi Bagana Tonko II de son palais royal en ce jour mémorable de célébration de la Gani édition 2025 à Kouandé. C'est le point de départ du traditionnel parcours rituel qui va conduire le souverain et son peuple sur les différents sites, piliers de la riche tradition Batombou dans le royaume de Worouari. Au rythme des trompettes sacrées, le cortège royal va tout d'abord s'ébranler sur la place Bouror, une place emblématique du royaume où le roi et sa suite vont sacrifier au rituel et prier pour toute la nation. Dernière étape de ce périple royal, la mairie de Kouandé, symbole de l'administration centrale. Ici, Sa Majesté va prier pour les autorités à divers niveaux. En ce qui concerne les autorités politico-administratives, je voulais commencer par notre président, le président de la République. C'est un grand homme politique qui a le souci de développer notre pays, le Bénin. Donc, pour nous, les populations de Kouandé, on ne peut pas l'oublier. Surtout à cause de la voix Natengou Kouandé. Encore une fois, merci au président Talon. Vraiment merci. De 1960 à ce jour, je répète, de 1960 à aujourd'hui, Talon a fait des choses inédites. Des choses inédites, je dis bien, Talon a fait des choses inédites. Aucun président, je pèse mes mots, n'a eu de considération pour le président Batombou autant que le président Talon.
Dans l'après-midi, c'est cette finale du tournoi de la Gani qui va mobiliser les amateurs du cuiron au stade municipal de Kouandé. Il faut dire que cette année, il y a eu des particularités parce que nous allons offrir 2 géants podiums pour animer les soirées. Donc on aura de très bons spectacles. Et également, nous avons les délégations qui sont venues du Borgou, du Sud et bien sûr certaines du Nigeria. Avant de se donner rendez-vous pour l'année prochaine, les festivités se sont poursuivies toute la soirée autour des danses de chevaux et des réjouissances populaires de tout genre. C'est la fin du journal. Nous ouvrons la deuxième partie de notre émission avec l'invité de la semaine. Bonsoir Noah Femi Agwafa, vous êtes consultant et vous êtes un spécialiste des questions de financement de projets, notamment le crowdfunding. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Gaba. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Pour commencer, pourriez-vous déjà nous expliquer de manière simple ce que c'est que le crowdfunding? Lorsqu'on parle de crowdfunding, vous allez constater que le mot est composé de... Cette expression est composée de deux mots, ouais. Crowdfunding. Crowd pour dire foule, funding pour dire financement. Donc le financement par la foule. Alors pour faire simple, lorsque vous entendez financement par la foule, vous comprenez déjà, ça vous dit quelque chose en tant qu'Africain et mieux en tant que Béninois, ça vous rappelle déjà quelque chose que nous faisons qui est traditionnel à nous. Comment finançons-nous traditionnellement par la foule? Ça vous rappelle juste une expression, le zindo que nous avons l'habitude de faire. Le zindo où quelqu'un a besoin de financement, il rassemble ses amis, il rassemble ses parents qui alors cotisent pour lui offrent une cagnotte et alors on parlera, lorsque le blanc est venu en Afrique et a découvert ce mode de financement que nous avons, le blanc a alors choisi de digitaliser ce mode de financement qu'est le zindo. Donc le blanc a digitalisé cela de telle sorte qu'aujourd'hui, on peut mobiliser les ressources juste en utilisant les plateformes de financement, donc en rassemblant de la foule autour de son projet à travers une plateforme de financement. Donc on parle en ce moment de financement participatif, on parle de e-zindo, on parle de crowdfunding. Le e-zindo, là ça c'est la bonne formule béninoise. Bon, dites-nous, quelles sont les différentes formes de crowdfunding qui existent réellement et quelles sont les mieux adaptées, surtout à notre système, le système béninois, je veux dire. Lorsqu'un jeune a besoin de financement, je voudrais rappeler d'abord que quand nous parlons de recherche de financement, il y a plusieurs modes. J'ai publié un article sur mes pages sociales. Vous allez pouvoir lire un article où j'ai développé pratiquement près de 27 techniques de mobilisation de ressources. 27 techniques de mobilisation de ressources pour un jeune. J'ai commencé d'abord par le bootstrapping. Le bootstrapping où le jeune même cherche à mobiliser des ressources, un peu d'argent qu'on lui donne. Il essaie d'économiser et de pouvoir financer ses projets. J'ai développé, par exemple, vous allez trouver le love money, qui est aussi une autre technique où c'est peut-être un parent qui donne un peu d'argent. Il y a la possibilité de faire du mécénat, d'obtenir du mécénat, d'obtenir de la subvention tant de l'État ou d'une entreprise. Donc, j'ai développé énormément les aides de l'État, les appels à projets. Donc, beaucoup de techniques pour pouvoir mobiliser les ressources. J'ai développé la possibilité de mobiliser aussi la foule, dont le crowdfunding. J'ai développé les business scale. Il y a beaucoup, 27 techniques que j'ai développées. Mais alors, pour revenir on reviendra sur les 26 autres techniques après, mais pour l'instant, là, nous parlons du crowdfunding. À la forme dont vous parlez, le financement participatif, lorsqu'un jeune a un projet et qu'il veut mobiliser les ressources, par le financement participatif, le jeune peut solliciter des dons. Donc, nous avons des plateformes qui offrent des dons. Donc, vous déposez votre projet et vous pouvez, si c'est un projet qui est un projet lié juste à votre vie sociale, donc à un anniversaire et autres, vous allez mobiliser, vous allez utiliser de la technique de cagnotte en ligne. Ou vous pourriez peut-être pour des choses humanitaires. Vous voyez, il y a eu une catastrophe, il y a eu peut-être une pandémie, des trucs comme ça. Vous allez voir là, on mobilise les ressources toujours par les dons, hein, mais en ce moment, on mobilise par la technique de fundraising, ou alors vous voulez faire pour des projets qui sont des projets
contributif, vous pouvez toujours obtenir des dons, mais en ce moment, vous allez utiliser des plateformes de crowdfunding. Mais au-delà des dons, on peut aller mobiliser des prêts. Donc des prêts sans intérêt ou des prêts avec intérêt. Des prêts avec intérêt, des prêts sans intérêt, ces plateformes utilisent souvent la technique de finance islamique ou les finances VET, donc qui ne demandent souvent pas à ce que vous ajoutez des intérêts, ou vous allez sur des plateformes qui sont des plateformes de prêts, mais cette fois-ci de prêts avec intérêt. Et sur ces plateformes, vous obtenez des prêts entre 2% et 10% généralement. Vous voyez, 2% à peine que vous obtenez. Mais nous avons la possibilité d'obtenir des prêts, d'obtenir alors des financements par contribution. Ici, cette fois-ci, pas de participation dans votre entreprise. Donc, vous allez peut-être demander à faire des pré-ventes. Donc, vous avez votre produit que vous voulez vendre. Vous avez inventé peut-être ce micro. Vous allez en ligne, vous mettez le micro avec tout, vous commentez, vous faites tout. Et des gens, tous ceux qui auront besoin de ce micro-là dans 1 an ou dans 2 ans, quand vous allez finir, peuvent déjà acheter. On parle des pré-achats. Donc, vous faites des pré-ventes, des parfums, tout ce que vous pouvez produire. Les artistes utilisent énormément cela. Son album va sortir dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, mais il n'a pas les moyens aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met l'album en ligne. Il dit, j'ai un album que je veux faire sortir. Ça lui permet alors de mobiliser tous ceux qui sont intéressés par son album. Et dans 6 mois, dans 3 mois, ça lui permet alors de financer et de pouvoir distribuer après. On parle des pré-ventes. Mais nous avons la possibilité de faire des prises d'action. Des prises d'action. Donc, vous ouvrez votre capital, vous morcelez en actions. Et beaucoup de personnes peuvent dire, oui, votre projet m'intéresse, je veux prendre des actions dans votre projet. Nous avons la possibilité aussi de faire de business angel. Le business angel, tout ceci, c'est le mode de financement participatif, hein, tout ce que je dis. Le mode de financement participatif, c'est aussi les business angels. C'est des gens qui ont déjà des ressources, un peu de ressources, mais qui ont une expérience, qui ont un carnet d'adresses bien fourni, je donne un exemple. Vous voulez faire par exemple de l'élevage. Il y a quelqu'un qui a fait déjà de l'élevage et qui a de l'expérience, qui a un carnet d'adresses fourni, qui peut dire, d'accord, je travaille avec vous, même en ligne, même loin de vous. Il est peut-être en France, aux États-Unis, n'importe où, il est au Rwanda ou en Afrique du Sud, il travaille dans votre entreprise et quand votre entreprise va connaître une maturité, il va commencer par gagner, vous êtes entendu sur 5%, donc lui gagne 5%, on parle des business angels, donc des anges de votre affaire. Donc une sorte de soutien technique. Exactement, technique et financier. Technique et financier. Donc, pour résumer, lorsque vous venez en ligne, lorsque nous parlons de financement participatif, vous allez pouvoir obtenir des dons, vous allez pouvoir obtenir des prêts ou vous allez pouvoir obtenir des prises de participation. Donc, voilà les 3 grandes formes de mobilisation de ressources à travers le financement participatif. Oui. Mais pour un jeune porteur de projet au Bénin, laquelle de ces formes est la plus adaptée, la plus pertinente? En 2020, j'ai eu la chance d'être appelé à mener une étude pour le Bénin sur la pertinence du financement participatif au Bénin. C'était une consultation lancée par GIZ et par la coopération allemande, GIZ, au profit de l'Association nationale des communes du Bénin. Cette étude qui s'est voulue une étude internationale que j'ai menée sur la pertinence du financement participatif au Bénin a montré que le premier mode de financement participatif qui colle véritablement à l'écosystème béninois, à l'environnement béninois, c'est le système par les dons. Les dons. Donc, les Béninois peuvent facilement obtenir des dons. Et vous savez, quand vous voyez le Bénin, c'est un pays où, quand vous prenez l'Afrique, vous allez constater que l'Afrique est déjà traditionnellement, parce que quand vous observez... C'est une question de culture. C'est une question de culture, le financement participatif. D'accord. Observez au Bénin, où déjà, le financement est déjà... Nous avons l'habitude déjà du Zindo. Donc, nous avons la solidarité. Même quand il y a des manifestations dans les familles, nous avons les fêtes, la contribution de chaque les fêtes annuelles que nous avons. Dans toutes les régions aujourd'hui, il y a une fête où les gens sont capables de mobiliser des millions.
Mais vous allez vous poser la question, mais pourquoi cette Souscription mode de financement? volontaire, souscription. Exactement. Vous allez voir, en ligne, dans les groupes WhatsApp, les gens font énormément de mobilisation de ressources. Même quand il y a un malade dans les groupes WhatsApp, vous allez voir, les gens cotisent. Absolument. En famille, les gens cotisent. Mais vous allez vous poser la question, mais pourquoi ce mode de financement ne sert que les activités culturelles ou sociales? Mais pourquoi cela ne sert pas les activités entrepreneuriales des jeunes? de revenus, oui. C'est tout simplement parce que le financement participatif a un certain nombre de déterminants. Pourquoi les églises réussissent les mobilisations de ressources, mais un jeune n'arrive pas à réussir cette mobilisation de ressources? Ce n'est pas parce que l'Africain est mauvais tel que beaucoup le disent. Non, c'est juste le financement participatif. Notre Zindo, vous allez voir, quand il y a un décès, on réunit tout le monde. Ouais. Quand on réunit tout le monde, on désigne quelqu'un de la famille. Donc le jeune, quand lui, il rédige son projet n'est pas comme lui des autres. Mais en famille, dans la plupart des cas, vous allez voir, on réunit tout le monde et tout le monde décide de ce que nous allons faire avec l'argent. On désigne quelqu'un de la famille qui collecte. Donc ce n'est jamais celui qui veut bénéficier qui collecte les sous. Lorsqu'il collecte, quand il finit, il fait nécessairement une redevabilité. Et quand quelqu'un donne, on sait que lui, il a donné. Donc tout le monde voit qu'il a donné. Donc cela flatte l'ego. Mais quand le jeune rédige son projet et que lui passe de maison en maison, celui qui lui donne l'argent, personne ne le sait. Vous voyez? Donc cette mode de financement où on passe de maison en maison, ou bien d'ami en ami, pour dire je veux collecter, ne respecte pas les standards du financement participatif. C'est pour cela que aujourd'hui, quand le blanc est venu trouver ce que nous faisons, le blanc ayant cette limite de contact. Parce que quand le blanc est venu, le blanc trouve qu'on réunit tout le monde. Mais le blanc a des difficultés à réunir tout le monde. Ouais. Alors le blanc a préféré alors utiliser notre Zindo en mettant en place une plateforme numérique. De telle sorte que quand le projet, quelqu'un veut mettre le projet, il met le projet sur la plateforme et il mobilise la communauté autour et tout le monde arrive à contribuer. On sait qui a contribué, on sait quand est-ce qu'il a contribué, on sait ce qu'on veut faire avec le... Vous voyez, ça respecte exactement les standards du financement participatif. Mais dites-nous, quels sont alors les principaux avantages du crowdfunding par rapport aux sources de financement traditionnelles que nous connaissons comme les prêts bancaires et les investisseurs privés et aussi quand on prend ceci dans le contexte béninois, bien évidemment? Vous voyez, le prêt bancaire, quand le jeune y va, la banque tout de suite va lui dire il faut que tu aies déjà un avoir, il faut que tu aies une garantie, il faut des garanties. Il faut une garantie, mais le jeune n'a pas cette garantie. Mais au niveau du financement participatif, il choisit tout simplement une plateforme. Quand il choisit la plateforme, il écrit son projet, juste un descriptif de son projet. Ce n'est pas son projet en entièreté qu'il met en ligne. Juste, il décrit son projet, il le met en ligne. Quand il met le projet en ligne, il a, dans la plupart des cas, quand il va à la banque, on peut le traîner pendant 1 an. Mais ici, c'est entre 8 jours et 90 jours, il a le financement. Dans la plupart des cas, les plateformes permettent à ce que le projet reste pratiquement 90 jours. Et il a son financement. Au-delà de cela, c'est un système qui est fortement simple. À partir de son téléphone portable, il peut mettre déjà son projet en ligne et dans la plupart des cas, gratuitement. Lorsqu'il met son projet en ligne gratuitement, il lui suffirait tout simplement de mobiliser la foule autour de son projet. Il obtient ses dons et il peut démarrer son projet. Contrairement à la banque, ou contrairement même au microcrédit, lorsqu'il va vers une structure de microcrédit et qu'il veut obtenir un financement, vous allez voir, la structure de microcrédit va lui dire par exemple, je ne te donne pas plus de 150 000, je ne te donne pas plus de 100 000. Or, son projet, c'est peut-être 1 million. Vous voyez qu'il ne pourra pas alors prendre 150 000 et démarrer. De l'autre côté, la banque va lui dire, moi, je ne passe pas moins d'1 million. Mais le jeune a besoin de 500 000 pour démarrer. Vous comprenez que ni la banque, ni les structures de microcrédit ne s'adaptent vraiment à son projet. Besoins, oui. Alors que le jeune a besoin d'un soutien et mieux. Lorsqu'il vient sur les plateformes de mobilisation de ressources, il a souvent un accompagnement, ce qu'il n'obtient pas au niveau des autres formes de mobilisation de ressources. Ici, lorsqu'il va vers les banques, il n'a pas la pression de la redevabilité. Alors qu'au niveau des financements participatifs, lorsque les gens lui font des dons, son projet est souvent un projet à étage, donc il va financer d'abord un petit niveau et après il revient encore pour chercher autre financement pour financer le deuxième niveau, ainsi de suite. Alors qu'au niveau des microfinances ou même de l'autre, des prêts bancaires, il vient chercher peut-être 2 millions, ce qu'il ne pourra peut-être pas mobiliser. Vous voyez donc, à tout point de vue, quand vous allez ailleurs, vous allez voir le jeune qui va démarrer
ne va pas vers une banque. Il ne peut pas aller à une banque parce que la banque n'est que trésorière. Une banque trésorière ne peut pas lui remettre la trésorerie, ne peut pas lui remettre l'épargne des autres pour que lui démarre un modèle qui n'est pas encore connu. Alors il vient mobiliser sa communauté pour qu'on cotise 100 francs, 1000 francs, 2000, 5000, en fonction de la capacité de chacun, comme nous avons l'habitude de faire notre Zindo. Oui. Et c'est avec cela qu'il démarre. Quand il démarre, il a un bon modèle de financement et en ce moment, il peut aller maintenant à la banque. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que le jeune peut aller mettre maintenant son projet sur la plateforme. Vous savez, nous sommes dans un contexte où parfois on craint les vols de projets, d'identité de projet. Quelqu'un peut rapidement copier le projet et puis aller le faire parce que lui peut-être a les moyens de le faire et le jeune qui est le porteur, l'initiateur de projet n'a peut-être pas les moyens de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas de crainte de vol, de risque de vol d'idées de projet? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne vient pas sur les plateformes de financement pour déposer son projet, toute l'étude derrière le projet en ligne. Ouais. C'est l'idée, l'innovation qu'on vient vendre. Et lorsque quelqu'un est intéressé, il veut vous donner de là, il veut contribuer à votre projet, il peut entrer parce qu'il y a la possibilité de vous contacter directement, discuter avec vous, faire tout ce qu'il aurait voulu. Donc, en ligne, vous ne déposez pas tout votre projet, mais vous décrivez tout simplement votre projet. Quand on est en ligne, c'est juste le titre qu'on donne. Quand on donne le titre, on décrit rapidement son projet, on décrit ce qu'on veut financer dans son projet. On ne vient pas en ligne pour dire, donnez-moi 100 millions, je veux démarrer un projet. Non, on identifie les éléments qu'on veut financer. On décrit le projet, on dit dans quelle région on est, on décrit, même on peut faire, parce qu'il y a la possibilité de faire des contributions. Ouais. On peut mobiliser des dons avec contribution. Donc on lui dit, si tu me donnes 5 000 francs, moi je vais te donner peut-être une bonne bière béninoise. Si tu me donnes 10 000, c'est ça qu'on appelle en réalité les contreparties. Il y a la technique des contreparties. Ah, si vous me donnez par exemple 20 000 francs, moi je vais vous donner une canne du roi d'Abomey. Vous voyez, juste pour encourager le don. Donc la technique ici n'est pas de venir dérouler tout son projet en ligne d'habitude. Et quand on veut le faire, c'est peut-être une petite vidéo qu'on met. Et on met un descriptif de la vidéo. C'est juste ce qu'on trouve sur les plateformes. Ce n'est pas qu'on vient décrire tout son projet pour que quelqu'un puisse aller voler. C'est l'idée de projet qu'on vient vendre. C'est l'innovation derrière son projet qu'on vient vendre. Et on vient vendre l'image que le porteur de projet, même les valeurs du porteur de projet. Ce sont ces éléments qu'on vient vendre en ligne. On ne vient pas vendre tout son projet tel que les chiffres d'affaires, même toute la partie financière qu'on a eu à faire. Non, on n'a pas besoin. Les techniques de communication, de marketing qu'on va mettre derrière le projet, ce n'est pas ça qu'on vient. Sur à quoi le projet va servir, la communauté. Point. Voilà. C'est juste ce qu'on vient vendre quand on vient en ligne. Ouais. Et dans la plupart des cas, ça tient à peine sur une page. Wow. Et dites-nous, est-ce que le Bénin aujourd'hui dispose d'un cadre légal ou réglementaire favorable au développement du crowdfunding? En Afrique, il y a très peu de pays qui ont mis en place un cadre réglementaire. C'est vrai, ailleurs, aux États-Unis, il y a un cadre réglementaire. En France, il y a un cadre réglementaire. Dans beaucoup de pays, dans beaucoup de pays souvent développés, il y a des cadres réglementaires. Mais en Afrique, nous n'avons pas de cadre réglementaire formel. Nous n'en avons pas. Mais du moment où le don n'est pas prohibé, et c'est d'ailleurs les éléments qui ont permis à ce que, lors de l'étude que je choisisse, que ce soit le don qui soit la meilleure forme de financement participatif dont on peut faire la promotion ici au Bénin, nous n'avons, mais le don n'est pas interdit. Le don, il reste tout simplement qu'on puisse encadrer le don. Mais il y a des directives de l'UEMOA qui encadrent le don. Le don est volontaire. Donc, lorsque vous choisissez de donner, de faire un don à quelqu'un, c'est totalement volontaire et c'est compte tenu de la confiance que vous avez en la personne que vous lui faites un don. Donc, le don n'est pas prohibé, mais tout ce qui est autre forme de financement, comme les prêts sont des méthodes exclusivement réservées aux banques et autres. Absolument. Mais vous pouvez, à travers une plateforme, faire des mobilisations de ressources. D'ailleurs, lorsque vous allez en ligne, vous allez trouver que très peu de pays offre la possibilité même à un Béninois de mettre son projet en ligne. Pourquoi? Tout simplement parce que les pays mettent les plateformes généralement pour eux-mêmes. Nous allons trouver des plateformes qui sont des plateformes généralistes, donc où n'importe qui peut mettre un projet en ligne, mais dans la plupart, peu importe le projet, mais nous avons des plateformes qui sont totalement réservées à leur pays. À leur pays. Et c'est d'ailleurs ça il y a aujourd'hui
Il y a aujourd'hui des milliers de plateformes, mais quand vous allez sur les plateformes, vous allez voir qu'on vous interdit, vous pouvez mettre, vous allez cliquer, vous créez votre compte, vous mettez votre projet, mais vous allez constater que vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous ne pouvez pas après obtenir toute la cagnotte. Tout simplement parce que c'est des plateformes qui sont réservées à leur propre pays. C'est pour cela qu'au Bénin, il y a quelques structures qui ont pu mettre en place des plateformes exclusivement réservées au Bénin. Ici au Bénin? Au Bénin, vous allez par exemple sur wazindo.com, wazindo.com, vous allez voir énormément de Béninois qui mettent leurs projets, qui tentent de mobiliser des ressources. Et vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui viennent en ligne aujourd'hui et qui lancent des projets, qui lancent des cagnottes où on dit tel est malade, tel veut faire ceci, et les influenceurs se mettent devant. Mais le problème est qu'on n'a pas la garantie de ce qu'on fera avec l'argent collecté. Or, lorsque c'est une plateforme qui mobilise, on est sûr de ce que ça va faire. On connaît quand est-ce que... Parce que quand vous allez en ligne, vous allez voir le projet fixe. Un temps qui se décompte tous les jours jusqu'à ce que cela... C'est pour ça que je vous ai parlé de 90 jours. Le 90e jour, vous allez voir le projet passe. D'accord. Vous voyez? Et on voit la liste, on a la liste de tous ceux qui ont contribué, combien chacun a donné, ce qui flatte l'ego, ce qui montre une certaine transparence. Et non seulement ça, celui qui a obtenu l'argent, je vous ai parlé de redevabilité, il a la possibilité de revenir tout le temps, dire l'argent, nous avons fait ceci, mettre les photos, mettre les vidéos pour faire la redevabilité. Il peut remercier à tout moment tous ceux qui ont donné chaque jour. Lorsque vous mettez votre argent, vous allez voir, vous recevez en même temps un reçu. Vous recevez, quand vous allez sur wazindo.com, vous allez voir aussitôt que vous avez mis le projet, dès que vous mettez 5 000 francs à quelqu'un, vous allez voir ça vous renvoie en même temps un message pour vous dire merci beaucoup et vous donner en même temps un reçu. Sur ce que vous avez misé. Sur ce que vous avez misé. Wow. Vous voyez donc, il y a une totale transparence dans les mobilisations de ressources. C'est ça les plateformes de financement participatif. Heureusement, le Bénin aujourd'hui dispose de wazindo.com. Oui, certainement qu'il y a également des limites. Quelles sont selon vous les limites du crowdfunding dans une société comme la nôtre où la culture de l'investissement participatif et la confiance en ligne, surtout la confiance, ne sont pas encore pleinement établies? Exactement. Vous voyez, compte tenu du fait qu'il n'y a pas une législation claire, cela laisse la porte à beaucoup de travers. D'accord. Première limite. Deuxième limite, c'est, quand nous parlons de financement participatif, cela passe par les outils numériques. Donc un téléphone portable, une connectivité, une connexion Internet. Mais vous êtes d'accord avec moi que chez nous, la connexion Internet n'est pas encore... Nous avons un taux de pénétration, je pense, si mes chiffres sont bons, si ma mémoire, de pénétration de 63%. Si nous sommes à 63%, ça veut dire qu'il y a, vous voyez, il y a beaucoup d'espaces qui ne disposent encore pas d'une connectivité aux bornes de leurs équipements. Troisième chose, bien que la solidarité soit de mise, beaucoup ne connaissent encore pas ce système de mobilisation des ressources. Ce qui constitue aussi un frein pour que ce mode de financement soit suffisamment répandu. Donc nous avons, et donc aujourd'hui vous allez constater aussi que l'autre chose, l'État, quand vous prenez les jeunes qui sortent, l'État emploie autour de 4%, les privés emploient autour de 13%, donc ça fait 17%, les 83 autres pourcents sont obligés d'aller vers l'entrepreneuriat. Mais aller à l'entrepreneuriat, en classe, ils ne sont pas formés pour. En classe, ils sont formés pour le fonctionnariat. Donc les parents, dans la tête des parents, lorsque le jeune dit « je veux entreprendre », tout de suite les parents se disent « va chercher un emploi ». Donc vous voyez, la solidarité existe, mais on ne voit pas qu'on peut mettre cette solidarité au service des projets des jeunes. Voilà l'autre limite que nous avons. Donc il y a un travail de conscientisation, un travail d'information, d'éducation que nous devons réussir pour que beaucoup comprennent que les jeunes aujourd'hui doivent aller vers l'entrepreneuriat et sérieusement vers l'entrepreneuriat et que ces jeunes-là doivent être formés pour et que nous autres parents, amis et autres, nous devons accompagner, soutenir ces projets à partir juste des maigres moyens, donc juste de 5 000, 10 000 que nous pouvons mobiliser et que nous avons l'habitude de donner quand il y a un mort, quand il y a une activité culturelle, que nous avons l'habitude de donner. Nous pourrons aussi donner cela pour que le jeune puisse démarrer une activité, échouer, relancer, et que le jeune ait un bon modèle économique afin d'aller maintenant vers les structures, afin d'aller vers les banques ou autres
méthode de financement. Et comment les entrepreneurs béninois peuvent-ils construire la confiance nécessaire, puisque c'est de ça surtout qu'il s'agit, pour convaincre les contributeurs potentiels, y compris la diaspora béninoise, de financer leurs projets, parce que nous avons beaucoup de Béninois à l'extérieur, si nous prenons le cas du Bénin. Oui, la contribution des Béninois à l'extérieur, une étude a montré que les Béninois à l'extérieur mobilisent les Africains qui sont hors qui sont à la diaspora mobilisent près de 40 milliards de dollars par an. Près de 40 milliards. Et dans la plupart des cas, vous allez voir, ils font confiance à un jeune, ils envoient de l'argent et ça c'est dissipé. Parce que la malhonnêteté passe par là. Vous allez constater que beaucoup de gens au niveau de la diaspora, regardez par exemple nos régions, vous prenez n'importe quelle commune, vous allez voir que les communes disposent d'un plan de développement communal. Mais ce PDC est financé par qui? Vous allez voir à la fête, quand vous prenez Torikwi, Zerkwi, Aboumekwi et autres, vous allez voir plein de gens descendent. Ils descendent, ils viennent dans nos communautés, ils s'embrassent, ils font la fête. Mais à la fin, tous retournent, mais sans pouvoir se mettre ensemble pour construire un petit puits dans nos communautés. Mais il suffirait que les communes utilisent une plateforme de financement participatif, identifient un certain nombre d'activités, un certain nombre de projets, les mettre en ligne et mobiliser tous leurs frères, fils et autres qui sont à l'extérieur, qui même aux États-Unis pourra mettre $10 pour pouvoir financer. Donc on n'a pas besoin de les avoir sur le terrain pour avoir leur contribution pour financer le plan de développement communal. Donc c'est à force de mettre en place ces différents dispositifs, ces différents mécanismes, que la confiance va revenir. On pourra savoir que l'argent que nous cotisons arrive alors à soutenir véritablement la communauté, arrive à aider un jeune à réussir véritablement, et vous allez voir que cette confiance-là va s'instaurer. Il n'y a pas autre chose à faire que de se mettre dans la danse comme beaucoup d'autres pays le font aujourd'hui. Beaucoup d'autres vont vers le financement participatif. Il reste à faire la promotion de cette méthode de financement participatif pour que la confiance arrive, pour que la confiance s'installe progressivement et que nous y soyons véritablement. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Béninois qui nous suivent actuellement et qui sont très intéressés. Avez-vous des connaissances sur des plateformes de crowdfunding? Vous avez parlé de Wazindo.com tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes locales ou internationales qui sont particulièrement adaptées ou efficaces pour des projets béninois? Aujourd'hui, quand nous enlevons Wazindo.com, nous avons d'autres plateformes qui, dans la plupart des cas, sont des plateformes. Vous avez KissKissBank, par exemple. Vous avez Ulule, par exemple. Nous avons beaucoup d'autres plateformes, mais ce sont des plateformes pour que le jeune béninois puisse mettre son projet. Il est obligé de faire passer cela par quelqu'un qui a la diaspora. D'accord. C'est là la limite. Donc, quand le jeune veut mettre son projet en ligne, il est obligé de solliciter quelqu'un et c'est l'autre qui va utiliser ces cartes pour pouvoir mettre le projet en ligne. Donc, aujourd'hui, la plateforme qui s'offre véritablement aux Béninois aujourd'hui, pour le Béninois aujourd'hui, c'est la plateforme Wazindo.com, qui est une plateforme native, qui est une plateforme du Bénin. Quand vous prenez par exemple Fiatop.com, par exemple, qui est aussi une plateforme africaine que beaucoup de Béninois peuvent utiliser, Fiatop par exemple.com, les Béninois peuvent l'utiliser, mais nous en avons très peu qui acceptent des projets de Béninois restant au Bénin, pouvant mettre son projet, mobiliser des ressources, c'est très difficile. L'avantage par exemple de Wazindo.com est qu'on peut utiliser même déjà nos Momo. Or, les autres plateformes, il faut utiliser nécessairement une carte Visa pour pouvoir contribuer. Mais ici, on peut utiliser directement les Momo, que ce soit du Bénin, du Togo ou même du Sénégal. Un Sénégalais peut mettre l'argent. Comme ceux qui sont hors, qui utilisent les cartes de crédit, aussi peuvent contribuer. Alors que les autres plateformes ne peuvent pas accepter nos Momo. Celui qui va contribuer est obligé d'utiliser une carte de crédit. Vous voyez donc, la plateforme qui colle le mieux, c'est peut-être la plateforme Fiatop, mais malheureusement, Fiatop, c'est toujours les cartes de crédit. Pour utiliser les Momo aujourd'hui, ce qui est plus accessible, il faut nécessairement utiliser Wazindo.com. Monsieur Noah Femi Agwafa, c'est très intéressant ce développement. Quel est votre conseil pour tous les jeunes entrepreneurs béninois qui rêvent de concrétiser leurs projets, mais qui manquent de financement? Je dirais aux jeunes, la première des choses, c'est, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les jeunes ne sont pas formés pour l'entrepreneuriat. La première chose, que les jeunes cherchent l'information, cherchent la formation. Parce que on ne peut pas, quand c'est un véhicule, je ne peux pas prendre un véhicule et commencer par circuler si je n'ai pas passé par, si je n'ai pas eu mon permis. Essayez d'abord de vous faire former pour avoir de très bons projets. Et lorsque vous avez un projet, écrivez votre test, allez sur les plateformes de financement, ça vous demande, c'est souvent gratuit,
totalement gratuit, vous ne perdez rien à essayer. Mettez votre projet en ligne, c'est juste un titre, c'est juste un slogan que vous donnez, juste décrire votre projet, dire ce que vous voulez faire, vous fixez le temps et votre projet est déjà en ligne. Et après cela, vous récupérez le lien parce que quand vous mettez votre projet en ligne, vous avez un espace réservé à vous. Vous prenez votre lien et avec ce lien-là, vous mettez un petit texte. Vous commencez par envoyer. Aussitôt que quelqu'un vient, il peut lire votre projet pour comprendre vraiment votre projet et décider. Faites de petites vidéos, faites de petites photos que vous pouvez mettre en ligne, des photos que vous pouvez, pour pouvoir convaincre. Faites des photos, faites une petite vidéo, vous tenez un speech clair que vous mettez en ligne 1 minute, généralement 1 minute et demie de vidéo, vous avez déjà fini votre projet et vous commencez par envoyer à vos parents pour que vous essayez de les convaincre. La plateforme, derrière la plateforme, il y a souvent beaucoup d'experts qui vont aussi vous aider aussi à mobiliser des ressources, qui vont vous apprendre à mobiliser des ressources. Donc faites-le. Allez sur ces plateformes plutôt que de rester à la maison et de dire nous n'avons pas d'argent pour pour lancer un projet. Ça vous permet de lancer facilement votre projet. Il y a des projets que vous pouvez lancer même avec 300 000, avec 500 000, que vous pouvez facilement mobiliser en 3 mois. Et après, vous revenez pour chercher encore 500 000. Et après, vous revenez pour chercher 1 million. Il y a beaucoup de jeunes qui le font. Quand vous allez sur les plateformes, vous allez voir beaucoup de personnes qui mettent des projets et qui viennent. Est-ce que vous savez par exemple que beaucoup de blancs, je dis blancs, qui viennent au Bénin en tourisme et autres vont faire la mobilisation en ligne. Wow. Mais oui, allez sur les plateformes Ulule par exemple et tapez Bénin, vous allez voir énormément de projets et c'est beaucoup plus les blancs qui mettent ces projets en ligne et vous allez voir Bénin, visite Bénin pour venir voir notre Amazon. Et vous allez voir plein de gens. Lorsqu'ils viennent, ils disent, oui, nous voulons aider telle école, nous voulons construire telle école. Vous allez voir que c'est là-bas qu'ils vont faire la mobilisation, l'ONG, et l'ONG vient ici maintenant pour soutenir nos ONG. Mais nous pouvons aussi le faire. Il suffirait tout simplement qu'on puisse démarrer, qu'on puisse vraiment comprendre que ce mode de financement peut nous aider véritablement à réussir. Merci à vous pour toutes ces précisions. Mère Noah Femi Aguafa, vous êtes expert consultant et nous avons parlé du crowdfunding. Bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons faire un flashback sur l'actualité de la semaine avec la revue hebdomadaire de Assio Mokanya Siongbon qui sera suivie bien évidemment de l'actu sur le net, une production de Florence Bossa. On se retrouve dans quelques minutes, le temps d'installer notre invité média. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. C'est la revue de presse hebdomadaire. La colistière du candidat de la majorité présidentielle est connue et à ce sujet, Fraternité titrait Mariam Tchabi-Talata, l'expérience d'une colistière pour le ticket présidentiel, pour écrire qu'avec cette alliance, la mouvance présidentielle compte sur l'expérience et l'innovation qui se conjuguent pour affronter n'importe quel autre duo. Il est vrai que le duo fait rêver les partisans, mais c'est le terrain qui commande, faisait observer le journal, car le prochain défi sera de convaincre l'électorat que ce tandem saura prolonger et approfondir les acquis des dernières années. Le matinal informait que selon les informations recueillies auprès de plusieurs sources, Romuald Waraï, candidat de la mouvance présidentielle, et Mariam Tchabi-Talata, sa colistière, seront officiellement investis candidats de la mouvance à Parakou le samedi 4 octobre 2025. Confirmation du journal Le Progrès, l'investiture qui se déroulera à une semaine du dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome est un moment clé dans la course à la présidentielle. Romuald Waraï, actuel ministre de l'économie et des finances depuis 2016, a pour ambition de succéder à Patrice Talon. Partant de ce que le bloc républicain a porté son choix sur la colistière de Waraï, Matin Libre faisait observer que le BR choisit l'UPR, faisant allusion au parti dont est membre la colistière. En attendant, rapporte La Nation, tous les 109 députés et les 77 maires ont rempli leurs obligations relatives au retrait des fiches de parrainage pour l'élection présidentielle d'avril 2026.
L'annonce a été faite le vendredi 12 septembre au siège de l'institution à Cotonou par Sakala Fia, président de la Sénat, au terme du délai fixé pour l'opération. Avec la clôture réussie de cette première étape et l'adhésion unanime des élus, la Sénat marque un pas décisif vers l'organisation d'élections justes, crédibles et apaisées, estimait le journal. Et pour aller aux élections, une exigence est faite depuis quelques années, le quitus fiscal à obtenir. Le matinal, dans un communiqué en date du 17 septembre 2025, renseignait que la Direction générale des impôts, organe chargé de la délivrance du quitus fiscal, a informé l'opinion publique qu'elle a accédé à une doléance du principal parti d'opposition, les démocrates, relativement à l'exigence faite sur la plateforme de demande du quitus fiscal de préciser le type d'élection auquel participe le requérant préalablement à la soumission de sa demande du précieux sésame. De la lecture du communiqué dûment signé par Nicolas Yanoussi, directeur général des impôts, il ressort que la DGI a accordé une suite favorable à la requête du parti présidé par Boni Yayi. Bien intelligent de préciser alors que ce virement significatif de l'administration fiscale intervient après une audience accordée le même jour par la DGI à une délégation du parti conduite par le député Nourenou Achari. Et puis notons l'augmentation du budget de l'État pour l'année prochaine. Fraternité pointait que le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, a expliqué les raisons de l'augmentation du budget général pour l'année 2026, les investissements massifs, la mobilisation des ressources intérieures et l'organisation des élections générales sont mises en avant pour une dynamique économique positive. Le gouvernement béninois prépare un exercice budgétaire 2026 en hausse et cette évolution suscite des interrogations. Face aux médias, Wilfried Léandre Ngbeji a détaillé les principaux facteurs qui justifient cette progression. Selon le porte-parole, l'essentiel de l'augmentation est porté par les investissements publics, agriculture, tourisme, culture, infrastructure, autant de secteurs qui, grâce à des financements accrus, tirent la croissance vers le haut. Nous faisons aujourd'hui beaucoup plus d'investissements comparé au passé. Ce sont eux qui soutiennent le développement, a-t-il insisté. Dans la semaine, l'économiste du Bénin indiquait plus de 1192 milliards de francs CFA mobilisés au 30 juin 2025 en parlant du budget général de l'État. En 6 mois, précisait Décryptage Info, 1192,1 milliards de francs CFA de recettes budgétaires ont été collectés, soit 50,4% de l'objectif annuel et une hausse de 136,1 milliards par rapport à la même période de 2024. Cette progression repose sur un faisceau de réformes déjà bien ancré, élargissement de l'assiette fiscale avec l'intégration du commerce électronique, simplification et digitalisation des démarches, interopérabilité des bases de données et amélioration du management des administrations financières. Sport avec Matin Libre qui écrivait que l'actuel président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, est plébiscité par la famille du handball. Pour Fraternité, il a réussi un bilan élogieux qui parle de lui-même. Sous son leadership, la FBHB a franchi des étapes décisives. Développement des compétitions nationales, relance des championnats de jeunes, rayonnement à l'international, organisation réussie de tournois continentaux, sans oublier la médaille de bronze historique de la sélection cadette au dernier IHF Trophy, autant de résultats qui illustrent un mandat marqué par la performance et l'innovation. C'était la revue de presse hebdomadaire. À dimanche prochain.
plateau décryptage de cette émission. Bonsoir Aziz Adam Soulé. Vous êtes journaliste indépendant, correspondant de la West Africa Démocratie Radio au Bénin. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le grand format. Le plaisir est partagé. Bonsoir à vous, Ulrich. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Ouais. Nous allons tout de suite parler de cette préoccupation du Parti Les Démocrates sur l'obtention du quitus fiscal. Nous avons également entendu la Direction générale des impôts qui se veut rassurante. Est-ce qu'il y a véritablement matière à s'inquiéter? Après, disons, cet avis favorable que le parti, justement, les démocrates, ou j'allais dire après, cette crainte, si on peut le dire ainsi, du parti Les Démocrates, on a pu voir la réaction de la Direction générale des impôts qui n'a pas tardé. Et cela est à saluer en un premier sens. Cela est à saluer dans la mesure où, au-delà de ces craintes-là, on a pu voir que l'État, notamment justement par la voie de cette direction générale-là, est soucieux, en tout cas, d'une organisation des élections dans la transparence, dans la quiétude et surtout sans fioriture. Ça, c'est déjà un acquis qu'il faut pouvoir saluer. Dans le fond, la question m'amène un peu à m'interroger sur d'autres paramètres. Lesquels de ces paramètres-là, par exemple? C'est vrai qu'on a pu voir au soir de cet accord-là, après, disons, cette rencontre-là, dirigée par je crois bien, le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Noé Nouachadé, avec justement le directeur général des impôts. On a pu voir cette autre sortie du secrétaire à la communication, je veux nommer Guy Mitopé, qui a émis, malgré, disons, cette satisfaction-là, des craintes qu'il y a encore des zones d'insatisfaction. Selon vous, c'est peut-être si peur? Oui, la question reste posée. Ils ont peur, sans doute, parce que ils auraient, je dis, mais ils auraient, ça dépend des positions, été victimes, disons, de cette... on se souvient encore, pour les élections passées, de ce chapitre-là, de quitus fiscal et autres. Ils ont peut-être peur parce qu'ils ne souhaiteraient pas que ce énième cas se présente. Mais je pense, à mon humble avis, qu'il n'y a plus matière à s'inquiéter. Il n'y a plus matière à s'inquiéter dans la mesure où la Direction générale des impôts qui accède à cette requête, je dirais même, elle n'était peut-être pas obligée de le faire, mais quand on voit dans la réalité, parce que, est-ce qu'entre-temps, c'était prévu comme cela, qu'il faut donner, qu'il faut préciser le type d'élection auquel il faut y participer? C'était ça la grosse interrogation. Et donc, je pense qu'une requête qui a connu un aboutissement heureux, cela est à saluer. Sauf que vous parlez de peur, je me demande, est-ce que ce n'est pas une stratégie politique? Des craintes, oui, il peut y en avoir, mais déjà que ça a été validé, je me pose véritablement la question de savoir s'il faut véritablement, disons, se poser des craintes. On a vu par le passé des candidats qui ont eu du mal à avoir leur quitus fiscal. Est-ce que l'assurance de la DGI est à prendre par des pincettes, comme c'est le cas par exemple avec ce parti de l'opposition? Bon, le tout dépendra de la position du principal parti d'opposition. Mais moi, avec ces premières assurances-là données par le directeur général des impôts à la place, et j'ose espérer que c'est le cas. J'ai parlé tout à l'heure, peut-être que c'est une stratégie politique, et tant mieux, ça participe quand même. Oui, ça participe, oui, c'est public, ça participe à la vitalité on va dire, du débat politique actuel. Oui, un document administratif, je l'ai dit tout à l'heure, c'est normal, toutes ces craintes-là, mais déjà que ça a eu un écho favorable, on attend, on peut le dire comme ça, on attend la suite, parce que une fois que cette étape a été franchie, je pense que au-delà des conférences de presse auxquelles nous sommes habitués, je pense que véritablement le travail reste sur le terrain. Parce que, excusez du peu, j'ai pu constater qu'on a l'impression de faire un peu du surplace au niveau de ce parti-là. C'est vrai, loin d'être des donneurs de leçons, moi j'aurais souhaité ou j'aurais espéré que dans les tout prochains jours, on puisse avoir des opérations de charme sur le terrain. Parce que, vous voyez, de la posture dans laquelle nous sommes, parfois quand les plaintes se multiplient, à un certain moment ça fatigue. C'est vrai que ce sont des craintes qui ne sont peut-être pas négligées, mais quand les plaintes deviennent, disons, de façon récurrente ou bon voilà, pendant que peut-être
les pro-démocrates s'attendent, qui piaffent d'impatience de voir leur candidat sorti, la fumée blanche sortie. Bon, c'est vrai qu'on nous a parlé d'octobre, nous attendons encore de voir. Mais globalement, par rapport à cette préoccupation, Ulrich, on peut dire qu'il n'y a pas matière, en tout cas, à craindre dans la mesure où le premier pas a été franchi déjà par la Direction générale des impôts, quitte à ce que maintenant, dans la faisabilité, oui, s'il y a des craintes, je pense que le parti, les démocrates, va utiliser les voies de recours et mener la démarche telle que ça a été fait. On se souvient encore pour les élections passées, c'est la preuve, comme je le disais tantôt, on se souvient pour les élections passées que quand ce souci-là s'est posé, je pense même que c'est à cette requête-là, il y a eu une faveur pour que on puisse avoir les 23 sièges, les 28 sièges à l'Assemblée nationale. Et donc, leur crainte, je pense, est légitime. Mais si déjà, en face de ces craintes-là, il y a une oreille attentive, c'est tant mieux pour la vitalité de notre démocratie. Vous l'avez bien dit, ce sont peut-être des craintes légitimes. Une chose est claire, nous attendons toujours pour savoir. Nous attendons de voir dans les tout prochains jours. Parlons à présent du financement des communes avec le FADEC qui se fait remplacer par le Fonds d'investissement des communes, FIC. Qu'est-ce qui va fondamentalement changer à part la dénomination que nous voyons déjà? Bon, loin d'être l'expert qui va apporter des précisions, en tout cas de ce qu'on a pu voir dans le dernier relevé du Conseil des ministres, beaucoup de choses pourraient changer, assurément, Ulrich, changer dans la mesure où je pense même que c'est le président de la NCB à qui nous faisons un coucou au passage, qui serait peut-être heureux dans sa posture, justement, le président de l'association nationale des communes du Bénin. On sait entre-temps tout ce que le fonds FADEC a apporté. C'est vrai qu'il y a eu des acquis, mais aussi il y a eu, on va dire, ça a connu quelques, est-ce qu'on peut parler de failles ou de faiblesses, ça dépend de la position, mais avec l'avènement justement du FIC, on peut dire que c'est un pas de géant. Ça va permettre à toutes ces communes-là, parce que vous savez, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les 117 communes en réalité n'ont pas véritablement le même poids en termes, disons, d'entrée de ces ressources-là. Cela vient rehausser, à mon humble avis, l'image et bien renforcer davantage, disons, les caisses, disons, communales. Peut-être parler d'innovation, oui, beaucoup d'innovation. On a aussi vu dans le relevé du Conseil des ministres cet aspect-là lié à la compétence. Quand on sait que par le passé, c'est vrai que avant d'en arriver là, je voulais justement revenir là-dessus, on sait que ça n'a pas été facile. On se souvient encore de la réforme justement sur la décentralisation qui a fait grincer beaucoup de dents. Mais finalement, beaucoup de choses ont pu être en tout cas revues par la suite. C'est un motif de satisfaction. Par rapport à, disons, à la compétence, c'est sûr que l'État, comme il sait si bien le faire, va à travers justement je pense qu'il y a une structure qui m'échappe là au niveau de l'Association nationale des communes du Bénin qui s'occupe également de ce volet-là. Donc, il y aura sans doute des séries de formations dans ce sens. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'en l'initiant, c'est que le gouvernement y a pensé déjà au préalable et aux éventuelles contraintes. Donc, c'est de bonne guerre. Maintenant, par rapport aux insuffisances ou par rapport aux failles... Quelles étaient, selon vous, les limites du FADEC et comment le FIC peut véritablement corriger ces limites-là? Oui, le FIC pourrait corriger véritablement ces peut-être échecs ou failles auxquels nous avions assisté par le passé, parce que ce sera beaucoup plus rigoureux pour ma foi. Ce sont des fonds qui ne sont plus alloués par le passé. Et de l'autre côté aussi, de ce qu'on a pu voir dans le relevé du Conseil des ministres, je crois que c'est une question d'équitabilité. Il n'y aura plus sans doute cette commune qui va peut-être en bénéficier. C'est vrai que chaque commune n'a pas forcément le même poids, disais-je, mais ça permettra, à ma foi, disons, une répartition équitable pour permettre à ce que, disons, une commune ou une autre ne se sente, disons, frustrée ou ne se sente lésée. Et tout cela, oui, tout cela participe justement au développement de choses du Bénin, parce que dans une localité, si, disons, le top est lancé, c'est l'État qui respire à la fin. Oui, une chose que nous allons suivre sa mise en place et véritablement opiner là-dessus avec le temps. Oui. Développement toujours, mais cette fois-ci, le gouvernement annonce un vaste projet de construction et d'équipement de formation sanitaire. Après le chic, on sent que la santé publique commence véritablement à être au cœur de l'action gouvernementale, non?
Oui, heureusement que vous avez dit comment ça peut être au centre, au cœur de l'action gouvernementale. Oui, il faut déjà reconnaître qu'un certain nombre d'initiatives qui forcent l'admiration ont commencé déjà par être des balises, en tout cas, ont été déjà posées. Et avec justement cet aspect-là évoqué lors du dernier relevé du Conseil des ministres, je pense que ça vient, ma foi, en tout cas, soulager encore la peine de ces populations-là. Quand on sait que par le passé, ou même jusqu'à présent, ça continue, selon des degrés donnés, la question de la santé, c'est quelque chose qui a de plus primordial parce qu'il faut déjà bien portant pour, disons, être un maillon important, pour le développement de la société et de sa nation. Et donc, je pense que le gouvernement fait bien de revenir sur ce point-là. Les communes, en tout cas, qui ont été citées pour identifier, voilà, dans ce relevé-là, en tout cas en Conseil des ministres, ce sont des communes, comme bien d'autres également, certainement que c'est selon une étude que ces communes ont été identifiées, sans doute parce que le besoin est beaucoup plus accru là, non pas parce que dans une commune ou une autre, le besoin n'y est pas, mais peut-être qu'une commune en a déjà bénéficié pour permettre également à d'autres communes d'étendre justement à d'autres, d'étendre, j'allais dire, la construction de ces centres de santé-là. C'est quelque chose qu'il faut saluer dans la mesure où, disais-je, au-delà du chic, même si il y a des plaintes par rapport à la qualité, bon, pas à la qualité, par rapport au coût, justement, des soins au niveau de Abomey-Calavi, je pense que, heureusement qu'il y a eu des précisions par rapport à ça. Sauf que ce qui est à souhaiter, je voudrais humblement que le gouvernement s'y penche véritablement. Je veux revenir par rapport... Bon, déjà, la qualité le renforcement justement du plateau technique est depuis peu une réalité. Surtout le plateau technique. Le plateau technique, c'est depuis peu une réalité. C'est vrai qu'il y a encore d'autres défis à relever, mais il y a déjà des pas qui sont franchis. Sauf que le hic par rapport au secteur de la santé, et je souhaiterais véritablement que le gouvernement s'y penche aussi sur cet aspect-là, c'est la question des dialysés. Les riches, on sait combien de jour en jour nous avons des départs et des familles qui sont endeuillées, des victimes qui, en tout cas, qui ne sont plus à compter. Je pense certainement que, je crois que ça a été suspendu depuis 2017 ou 2018, en tout cas depuis un certain moment. Est-ce une stratégie pour ramener la gratuité on va dire, de la dialyse? De toute façon, ce sera pour le bonheur de ces personnes-là qui sont en situation justement difficile, de voir que dans les tout prochains jours, même la gratuité de la césarienne également, pour que ça puisse revenir. La gratuité aussi, pourquoi pas, c'est aussi un autre point du social, au-delà même de ce qui se fait, pour véritablement permettre à ces personnes-là qui sont vraiment en situation difficile de pouvoir s'en sortir véritablement. Et au-delà de ça, bon, en dépit de ces quelques, disons, on ne va pas dire faiblesse, de ces quelques défis à relever, je pense qu'avec l'avènement de ces hôpitaux-là, pour, disons, revenir à votre préoccupation avec le retour, sinon avec ce projet-là qui déjà sans doute, je n'en doute point, il va prendre corps dans les tout prochains mois. C'est quelque chose qu'il faut saluer, mais comme je le disais, au risque de me répéter, il faut véritablement que d'autres aspects, en tout cas du monde sanitaire, soient pris en compte pour que, comme je le disais en début, pour que véritablement le citoyen béninois qui est bien portant puisse donner le meilleur de lui-même pour justement bâtir notre nation commune. Un esprit sain dans un corps sain. C'est ça, exactement. Merci à vous, Aziz Adam Soulé. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, correspondant de la West Africa Démocratie Radio au Bénin. Bon dimanche à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons à présent observer une pause publicitaire pour faire un clin d'œil à nos partenaires, le temps d'installer le plateau culturel de cette émission. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable.
Vous avez des problèmes avec vos fournisseurs, vos clients ou autres partenaires dans l'exercice de vos activités. Vous avez des difficultés à recouvrer vos créances. Vous avez des chantiers dont l'exécution est bloquée parce que vous ne vous entendez pas avec votre partenaire d'affaires. Des divergences d'interprétation des clauses de vos contrats vous opposent à vos partenaires d'affaires, retardent ou compliquent ainsi l'exécution de vos obligations contractuelles. Le CAMEC Bénin se tient à votre disposition dans une perspective de sécurisation des investissements et d'obtention d'une justice plus rapide, plus souple, plus adaptée à la nature de litige et au moindre coût. Le CAMEC Bénin dispose des arbitres, des médiateurs et des conciliateurs agréés, compétents et expérimentés. Les décisions rendues sous l'égide du CAMEC Bénin ont même autorité et même force juridique qu'un jugement du tribunal. Choisissez le CAMEC Bénin pour un règlement efficace et rapide de vos litiges. Infoline +229 01 69 33 70 70. Email contact@camec.bj. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Sur les côtes du Bénin, un carrefour moderne se développe, ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Avec le soutien de l'Union européenne, le port de Cotonou est au cœur du progrès, favorisant la mobilité des personnes, le commerce et le développement économique. Source d'emplois dans différents secteurs et de meilleures conditions de travail, le port de Cotonou devient une plaque tournante de transport majeur qui libère un flux d'opportunités dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est la rentrée. Et si vous en profitiez pour vous évader? Découvrez ou redécouvrez Paris, 21 villes de France et Bruxelles. Renseignements sur flycorsair.com et dans votre agence de voyage habituelle. Rentrer ne rime pas toujours avec routine, alors n'hésitez plus. Envolez-vous avec Corsair. Corsair, voyagez en bonne compagnie. L'artiste que nous recevons aujourd'hui s'appelle Pidenam. Mais qui est Pidenam? Retenez simplement que c'est une jeune artiste chanteuse béninoise d'origine togolaise. Une voix nouvelle et mélodieuse qui fait déjà parler d'elle. Avec son single remarqué « Plus de nous », elle a fait une entrée fracassante dans l'industrie musicale, soutenue par son ancienne maison de production Legend Beats Empire. Sa musique est caractérisée par une voix qualifiée de dodelante et captivante, aborde des thèmes profonds qui résonnent avec le public. Son premier succès, Plus de nous, dépeint l'histoire poignante de l'ingratitude masculine, un message puissant qui dénonce ces hommes qui maltraitent les femmes et tentent de revenir après leur succès. Cette chanson, un véritable exploit pour une nouvelle artiste, a conquis le cœur du public, prouvant son potentiel et son talent. Pidenam incarne ainsi la nouvelle génération d'artistes qui, avec une voix douce et des textes forts, marquent leur territoire sur la scène musicale béninoise. Voici, mesdames et messieurs, pour votre plaisir, Pidenam. Legend Beats Empire. Legend Beats. Il eut des temps forts, tu n'as pas su le gérer. Tu m'as laissé trop vite, tu m'as jugé trop vite. T'étais mon repère, quand dans le noir je me perds. Aujourd'hui tu reviens, pensant réparer mon cœur. I know got time for you. No be lie, baby, oh, de toi je me suis détachée. De toi je me suis détachée. Auparavant j'étais prête à tout. C'était le monde contre nous. T'es parti sans dire bye bye. Aujourd'hui je dis bye bye. Plus de nous. Aujourd'hui plus de nous. Tu reviens plus de nous. Non, non, plus de nous. Plus de nous. C'est fini, plus de nous. Tu reviens plus de nous. Non, non.
j'étais folle entre temps. Tu m'as fait perdre tout mon temps, non. Oh ya, Djallé, laisse-moi tranquille, Djallé. T'as eu ta chance et tu l'as perdu. Je suis plus cette dame que tu as connue. I know the time for you. No be lie, baby, yo. De toi, je me suis détachée. De toi, je me suis détachée. Auparavant, j'étais prête à tout. C'était le monde contre nous. T'es parti sans dire bye bye. Aujourd'hui, je dis bye bye. Plus de nous. Aujourd'hui, plus de nous. Tu reviens, plus de nous. Non, non, plus de nous. Plus de nous. C'est fini, plus de nous. Tu reviens, plus de nous. Non, non, plus de nous. De son vrai nom, Nafisat Abalotou Pidenam est une jeune artiste née le 4 avril 2003 à Natitengo. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, comment vous allez? Je vais très bien, et on va très bien sur ce plateau, tous les téléspectateurs se portent très bien. Déjà tout de suite, Pidenam, c'est quoi l'histoire cachée derrière le nom d'artiste Pidenam? Pidenam, c'est dans ma langue. Et ça veut dire? Ça veut dire ça va m'amener loin. Ça va m'amener loin. Pidenam qui veut dire ça va. C'est quelle langue déjà? Le Lokpa. Le Lokpa. Pidenam, ça va m'amener loin. Beaucoup de fans vous ont découvert avec votre single Plus de nous, la chanson que nous venons de suivre tout à l'heure. Comment décririez-vous le chemin parcouru depuis vos débuts jusqu'à ce moment? Wow. Je vous dis que ça va. Oui. Ça va, il y a eu des petits trucs, mais ça va quoi. Je sais pas comment décrire ça en vrai. Pourquoi avoir choisi la musique précisément? Pourquoi avoir choisi la musique? Ouais. J'ai choisi la musique déjà parce que quand je le fais, je sais pas, quand je chante, je me sens bien, je me vois, je sais pas comment expliquer ça. C'est un truc dans lequel je me vois bien. Même si j'essaye de faire autre chose, je voulais laisser entre-temps. Pourquoi? C'est pas facile en fait. Je voulais laisser. Mais quand je laisse et que je fais autre chose, c'est pas que c'est pas bon, mais je ne me vois pas ne pas chanter. Ah bon? Parce que quand je chante, ça va. Et quand vous chantez, qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez? Je me sens bien, je suis heureuse. Je sais pas expliquer le mot en fait. Oui, on sait que les téléspectateurs, vos fans vous adorent bien. Et quels sont les artistes qui vous inspirent particulièrement au Bénin et même à l'extérieur? Au Bénin, il y en a beaucoup. Je préfère. Oui, on peut commencer par citer le premier artiste au Bénin, oui. Je voulais pas citer parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Bon, nous allons citer quelques-uns. Nous dirons que nous n'avons pas fait le choix parce que nous les aimons plus que les autres, mais on cite quand même. Premier artiste béninois? Queen Fumi. Queen Fumi. Deuxième artiste béninois? Zainab. Troisième artiste béninois? Angélique Kidjo. Angélique Kidjo. Et nous allons partir à l'international. Le premier artiste à l'international, oui? Et Yemi Alade. Yemi Alade. Deuxième artiste à l'international? Chidema. Oui. Et troisième artiste, j'espère qu'on va pas rester au Nigeria. Troisième artiste à l'international? J'oublie le nom. J'ai oublié. Un artiste qui vous a inspiré? Oui, le nom. Mais quand même, non, je ne vais pas interpréter. Mais le nom, j'ai oublié. Ah oui. Elle a oublié le nom de son artiste favori. Plus de nous, c'est le titre que notre artiste a beaucoup plus envoyé sur la toile et qui aujourd'hui fait carrément le carton. C'est un thème qui aborde un thème très fort, l'ingratitude des hommes qui cherchent à revenir après le succès de leur ex-partenaire. Qu'est-ce qui a inspiré cette chanson? Est-ce une histoire personnelle ou l'observation de ce qui se passe autour de vous? Non, moi j'ai pas de goût, mais aussi l'observation de ce qui se passe autour de moi. J'ai chanté. Oui. Et quand vous l'avez chanté, comment est-ce que le public l'a accueilli selon vous? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous n'avez pas eu de retour par rapport à cette chanson? De retour? Oui, beaucoup ont aimé la chanson. Est-ce que tous les hommes ont aimé? Ça, c'est la grande question. Et pourquoi ils ne vont pas aimer?
On fait mal et puis on revient encore. Et comment ils se sentent quand ils vous parlent? Non, mais ils ne vont pas s'en prendre à moi, non. C'est là où ils Ils vont apprécient. retourner pour demander pardon et puis ils vont refuser. On va les chanter plus de nous, là, qui vont se fâcher. Moi, je ne suis pas coupable. Ouais. On sait que le public a très bien accueilli ces titres. Qu'avez-vous ressenti en voyant cette réception chaleureuse de votre premier single, Plus de nous? Ça m'a fait beaucoup plaisir et Ouais. ça me donne l'envie de donner le meilleur de moi encore dans d'autres chansons. Ouais. On sait que Plus de nous, c'est la chanson qui vous a marqué. Vous avez également d'autres chansons et un clip qui m'intéresse particulièrement, Abolo. Abolo, nous allons suivre rapidement avant de revenir en parler. Abolo. Morel Beats. Ablo, une signature de Pidenam. Pidenam, Ablo, qu'est-ce qui vous a inspiré cette chanson d'abord? Ablo, ça veut dire quoi? Abolo, tu as fait. C'est Abolo. en fond, genre je veux dire Abolo quoi, Abolo. Ça veut dire tu as fait en langue fond. D'accord, maintenant, qu'est-ce qui t'a inspiré à chanter Abolo? Abolo. Ce qui m'a inspiré Abolo. J'étais tombée malade à un moment en 2022. Donc de 2022 jusqu'à 2023, ça n'allait pas toujours bien. Donc quand je suis revenue, j'ai dit je vais me lancer avec une chanson qui va essayer de dire merci, parler des bienfaits de Dieu parce que ça n'a pas été vraiment facile. Donc si je suis revenue, je dois rendre gloire à quelqu'un avant de continuer avec quoi que ce soit. C'est là que j'ai voulu faire Abolo. Oui, Ablo, donc c'est une action de grâce pour avoir passé un bon moment au lit, mais être revenu justement
en forme. Et d'ailleurs, vous voyez, vous voici sur ce plateau justement. Et mais dans cette chanson, vous n'avez pas parlé seulement que de la maladie. Vous avez parlé également des femmes qui cherchent à avoir des enfants, à concevoir et qui finalement ont pu avoir des enfants. Donc finalement, grâce à ce que vous avez eu comme grâce, bien évidemment, vous avez quand même généralisé. C'est bien ça. Oui. Voilà. Ablo a été conçu dans la production, côté technique. Comment est-ce que vous avez été accompagné? Est-ce que vous n'avez pas eu de difficultés? Qu'est-ce qui s'est passé durant tout l'enregistrement? Je veux savoir toute l'histoire qu'il y a derrière le clip Ablo. Non, Ablo n'a pas été vraiment compliqué. Quand j'ai fini le son chez Morel Beat, le DA c'était El Primo, l'artiste El Primo qui a dirigé la direction artistique. Pour le clip, il y a eu des sponsors qui ont essayé de me soutenir pour que je puisse faire ça. Donc j'ai vu Monel Sabo qui a tourné le clip. C'était pas vraiment compliqué, c'était facile. On a fait ça en 2 jours. Ouais. Je sais que vous avez signé d'abord chez Legend Beat. Puis quel a été l'apport de cette maison de production dans le lancement de votre carrière? Je vais dire, s'il y a Pidenam aujourd'hui, c'est grâce à Legend Beat. Ah oui? Oui, c'est avec lui que j'ai commencé. Et c'est lui qui a fait qu'on a connu le petit nom que j'ai, Pidenam. Donc, c'est lui en fait, Pidenam. Si aujourd'hui on appelle Pidenam, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a lancé. Même si je ne suis plus là-bas, il restera celui qui a fait. Encore un acte de gratitude de la part de Pidenam. Mais comment se déroule aujourd'hui votre carrière après Legend Beats? Après, c'est pas facile. Pour produire un son, déjà moi je fais le commerce. Je fais le commerce des pailles tissées. D'accord. Pailles tissées. Donc, si j'arrive à vendre un peu, les petits bénéfices qui sont dessus, j'enlève pour pouvoir enregistrer. Des fois, je demande de sponsors. Si j'en ai, ça m'aide à pouvoir produire. Mais si je ne trouve pas, j'attends le revenu de mon commerce qui va m'aider à pouvoir enregistrer. Nous allons parler de ce commerce-là tout à l'heure parce que déjà, je sais que Pidenam aujourd'hui est également commerçante. Elle fait elle vend des pailles tissées justement. Nous allons revenir sur cette image-là tout à l'heure parce que j'ai fait beaucoup d'investigations sur votre vie. Mais nous allons d'abord suivre une de vos chansons que vous avez intitulée C'est. C'est pourquoi? C'est. Bon, c'est là, c'est en fond. Hein. Oui. Donc, c'est Legend Beat qui a écrit ça. Legend Beat. Oui. Toujours Legend Beat. Oui. C'est, nous allons suivre c'est très rapidement et on revient en plateau pour en parler. N'abandonne pas, un jour ça va payer. Les Antilles les écoute pas, ton étoile va briller. J'ai toqué, j'ai cogné. On a dit de monter, on vous donnera. Bagné ton les goloa. J'ai toqué, j'ai cogné, non, j'ai cogné. On a dit frapper, on vous ouvrira. Bagné ton les goloa. Nous et golo, gâteau, mon golo, c'est. Toi et na wagnon dans ta main. Alors, ma oui, j'aurons à Porobel. Un jour, ça va payer. Nous et golo, gâteau, mon golo, c'est. N'y ton na wagnon dans ta main. Alors, ma oui, j'aurons à Porobel. Un jour, ça va payer. Ma maman souffre, ma maman souffre, ma maman souffre trop. Oh daddy souffre, yeah. Ma maman souffre, ma maman souffre, ma maman souffre trop. Oh daddy souffre, daddy souffre too much. Nous et golo, gâteau, mon golo, c'est. Toi et na wagnon dans ta main. Alors ma
Pour avoir les dos, maman colle c'est haut. Même quand on a des sous c'est haut. J'ai besoin de fric, de change, de dos. Pour avoir les dos, même quand on a des sous c'est haut. J'ai besoin de change, de money. Pas de Pidénam, pas de Pidénam, sans Legend Beat, elle l'a dit sur ce plateau, c'est Legend Beat qui a façonné cette jeune artiste que nous sommes en train de voir, même si aujourd'hui, elle signe sous un autre label. Le plus important, on sent déjà qu'il y a une touche qui est déjà là, et là nous venons de suivre, c'est là cette chanson qui parle d'endurance, de persévérance, et un emploi pour chaque personne. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé ce thème, cette thématique-là que vous avez chantée? Beaucoup parce que je vois beaucoup se battre de gauche à droite. Des fois, les amis, les frères vous découragent, vous disent ouais, toi tu vas aller où, genre des trucs comme ça. Moi, j'ai fait ça pour dire à beaucoup qui vont écouter la chanson de ne pas se décourager. Le temps de chacun va venir. Il ne pleut pas au même endroit chaque fois. Donc, le temps qui va pleuvoir pour toi aujourd'hui, demain, il ne va pas pleuvoir pour lui. Donc, de ne pas baisser les bras, de ne pas laisser. Quand papa va appeler là, qui va appeler? Est-ce que ce sont ces personnes qui te critiquent ou c'est toi? Tu vas répondre comment si tu les écoutes? Donc il faut garder espoir et persévérer. Dieu fera en fait pour tous. Garder espoir, mais on sait que Pidénam n'a pas encore un grand album. Quels sont ses projets, ses prochains projets bien évidemment? EP, album ou d'autres singles dans un futur proche, comment ça va se passer? Pour bientôt, je prépare un EP. Un EP? Oui. D'accord. Et qui va sortir quand? Nous voulons déjà avoir la primeur, parce que ici sur Canal 3 BN, nous aimons avoir l'info à chaud. Je ne peux pas donner une date pour le moment, mais c'est pas pour longtemps. Mais très bientôt. Oui. Mais j'espère que vous nous reviendrez très vite pour nous l'annoncer ici. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que vous faites le commerce de pagne. J'ai fait le tour rapidement sur les réseaux sociaux. Nous avons décroché quelques images que je vais vous faire suivre rapidement et faire comprendre à nos téléspectateurs que, à part la chanteuse, c'est également une passionnée des pagnes tissées. Regardez. Si tu veux réussir, il faut travailler. Je me demande si un jour tout va. Step into the light and let me see your face. See your face. Eh oui, c'est beau, on a bien vu tout ceci et on partage avec nos téléspectateurs. Pidénam, sans commentaire sur les images qui viennent de passer, l'industrie musicale au Bénin présente des défis pour les jeunes talents, on le sait très bien. Et quels sont les obstacles? Quels obstacles avez-vous déjà rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Est-ce que je peux parler? Lâchez-vous, vous êtes ici pour dire tout. Nous voulons connaître toutes les histoires qu'il y a derrière. Non, il n'y a rien. Ouais. Il n'y a pas d'obstacle, je fais avec. Non, il n'y a pas d'obstacle et on fait avec, ça veut dire qu'il y a eu d'obstacles. Bon, juste quelques obstacles, d'accord, de façon simple. Ça va. Ce ça va cache beaucoup de choses. Et si ça cache beaucoup de choses, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et bien justement, pour finir, nous allons demander à Pidénam de nous livrer un petit message à ses fans avant que nous passions à la dernière étape. Cette étape-là qui va permettre à Pidénam de se faire découvrir à ses fans de façon plus authentique, c'est-à-dire le live ici sur plateau. Un message très rapidement. Je remercie tous ceux qui me soutiennent depuis le début jusqu'à présent. Continuez de croire en moi, je ne vais pas vous décevoir. Les bonnes choses arrivent. Il y a une personne qui croit en toi et qui nous a appelé hier et encore tout à l'heure qui nous a envoyé un message. Le manager Ghislain Estil Agodji qui nous a dit beaucoup de bien de toi, qui croit beaucoup en toi, Ghislain Estil Agodji. Je le précise, il est le président d'honneur de l'amicale des jeunes managers du Bénin. Et aujourd'hui, en fait cette année, il a encore décroché le prix du manager de l'année. Ce qui fait de lui le manager des managers. Félicitations à lui. Ghislain Estil Agodji nous aide beaucoup sur cette émission. Il nous ouvre la fenêtre des artistes béninois.
Et grâce à lui, nous avons beaucoup d'artistes et beaucoup de jeunes talents que nous essayons de promouvoir à notre manière. Merci aussi à Pidenam qui a accepté notre invitation, même si elle est un peu timide et que je suis en train de la taquiner là actuellement sur ce plateau. Donc Pidenam, très rapidement, j'ai choisi moi-même, j'aurais voulu te laisser choisir toi-même ton son, mais aujourd'hui j'ai choisi pour nous, pour ton acapella, Coconi, une chanson que tu as eu à faire. C'est juste les lyriques que nous avons. Nous aurons les lyriques à l'antenne, mais nous aurons aussi ton image et c'est à ce que tu vas nous redonner aujourd'hui sur ce plateau. Coconi, pour votre plaisir. Mais je fais ça comme ça sans... Il a capturé, je suis désarmé. Je suis désarmé. On y va? Je m'étais promis de ne plus jamais. Après mes déceptions passées, mon cœur on l'a trop usé. Mais toi tu as su gérer, tu m'as colonisé, je suis dépassée. Oh yeah, go to see mommy oh, go to see daddy oh. Iwani comme on fait, Iwani comme on fait, go to see mommy oh, go to see daddy oh. Iwani comme on fait, Iwani comme on fait, cocori cocori oh. Baby t'es mon coconi coconi oh. Cocori cocori oh. Baby t'es mon coconi coconi oh. Aujourd'hui je deviens ta femme, oui ta dame. Forever you and me, forever you. On m'appellera oui madame, oui madame. Forever you and me, forever you. Les gens m'ont dit de te laisser, papa m'a dit de te quitter, but me I don't care. Aimer c'est supporter, c'est pas maintenant que je vais te quitter. Aimer c'est aimer oh. Je t'aime mon bébé oh, go to see mommy oh. Go to see daddy oh. Merci Pidenam, c'était justement un test pour écouter ta voix. Merci pour cette belle prestation. Merci aussi à vous, les amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis pendant tout au long de cette émission. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à vous, Pidenam, pour cette belle prestation et du courage dans la suite de votre carrière. Merci beaucoup. Je laisse aussi un message à M. Ghislain Aboudi. Merci à lui pour avoir cru en moi. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'est la fin du grand format de ce dimanche 21 septembre 2025. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Merci à toute l'équipe technique qui m'accompagne. Portez-vous bien. On se retrouve dimanche prochain à 13h.